messieurs les représentants de l'État et des collectivités locales, mesdames, messieurs les directeurs et directrices des administrations, mesdames, messieurs, chers collègues, mes chers amis, bienvenue à la réunion du 17e congrès annuel de la Confédération Sinerpa, bienvenue en Normandie et bienvenue à Deauville. La semaine prochaine, et au vu du résultat du premier tour des élections législatives de dimanche dernier, le gouvernement aura, selon toute vraisemblance, une large majorité pour gouverner, pour tenir les engagements pris par le président de la République et pour appliquer le programme qu'une très large majorité de Français ont souhaité lors de l'élection présidentielle du mois de mai. Par voie de conséquence, la responsabilité de l'équipe gouvernementale maintenant en ordre de marche est considérable, aussi bien au niveau de la réussite des réformes annoncées qu'au niveau de la mise en place des politiques à mener à plus long terme et sur de nombreux fronts. Mais cette responsabilité est aussi, n'en doutons pas, à la hauteur des enjeux du pays. Si nous devions tirer une leçon du cycle électoral qui est en passe de s'achever, c'est bien celle que la marge d'erreur dont disposent ceux qui sont aux responsabilités aujourd'hui apparaît infime. À tout le moins, calée à la hauteur du seuil de tolérance qu'ont désormais les Français vis-à-vis de leurs élus et de leurs gouvernants. Le quinquennat qui vient de s'écouler n'a pas eu que des réussites, c'est presque un euphémisme que de le relever. Pourtant, s'il existe une loi dont on peut, si ce n'est se féliciter, au moins louer son existence, c'est bien dans notre secteur qu'elle est intervenue, et je veux parler, vous l'avez compris, de la loi ASV. Pour mémoire, je rappelle que cette loi a été votée à l'unanimité de la représentation nationale, ce qui n'est quand même pas rien dans la précédente législature. 2016 a donc été pour nous placé sous le signe de l'adaptation de la société à son vieillissement, avec des avancées sectorielles plutôt significatives, comprenant, entre autres, la mise en œuvre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, la reconnaissance légale des résidences-services pour seniors et l'instauration du régime des autorisations pour les sociétés de services à domicile. Mais quand on porte le regard sur les défis immenses soulevés et engendrés par l'évolution démographique, on ne peut que constater que cette loi apparaît bien timide et un petit peu lacunaire. Nous le savons, la transition démographique aura, à des degrés divers, des répercussions directes ou indirectes dans tous les secteurs de la société. Dans le domaine de la santé, et chacune d'entre nous. Notre secteur professionnel est assez emblématique
de cette perception des choses par nos concitoyens, et même si à son égard les mentalités ont doucement évolué, le grand âge et son accompagnement suscitent encore souvent une certaine distance, parce que peut-être que le sujet fait peur, ou parce que le sujet suscite aussi parfois une vision un peu caricaturale, un peu comme si rien n'avait changé dans nos établissements depuis 30 ans. Pour autant, regarder la problématique du vieillissement de la société et les impacts socio-économiques qu'elle génère, uniquement par le prisme de l'âge des citoyens ou de leur état de santé, c'est aborder le sujet par le petit bout de la lorgnette. Un des mérites le vieillissement de la population n'était pas forcément un boulet agissant comme un frein économique générateur de toujours plus de dépenses publiques. Non, au contraire, ce phénomène démographique pouvait tout aussi être abordé comme une formidable opportunité en termes économiques, sociaux et politiques. Anticiper et intégrer les changements induits par cette révolution démographique constitue un enjeu formidable et un défi pour la société de demain. La silver economy, dans toute sa diversité, s'inscrit clairement comme un des acteurs de premier plan en matière de création d'emplois, en matière d'investissement et en matière d'axes politiques et économiques à développer pour l'avenir. Autrefois, l'avenir reposait quasi unanimement sur les épaules des jeunes générations, dont le travail assurait la retraite de leurs aînés. Aujourd'hui, les seniors contribuent de plus en plus au futur des jeunes générations, car leur propre vieillissement est générateur d'emplois, de marchés nouveaux, de services dédiés, de développement technologique. Notre secteur est un des acteurs de cette dynamique et il est peut-être même l'un des plus anciens. Nos entreprises sont des acteurs de la vie quotidienne de centaines de milliers de Françaises et de Français. Vie quotidienne de celles et ceux que nous accompagnons avec leurs familles, mais aussi vie quotidienne de celles et ceux qui travaillent dans nos entreprises, que ces dernières soient des EHPAD, des résidences seniors ou des sociétés de services à domicile. Nous savons mobiliser des énergies, nous savons trouver les investissements nécessaires, nous savons mettre en place des stratégies de développement et de croissance. Nos entreprises, qu'elles soient commerciales ou associatives, sont des entreprises de haute qualité. Et elles souhaitent être, en plus d'être des acteurs du monde médico-social, être aussi pleinement reconnues comme des acteurs économiques et sociaux à part entière. Chaque fois qu'un établissement ou une résidence ou un service à domicile se crée, c'est tout un écosystème local qui se développe, et ceci sans bourse déliée pour l'État ou le contribuable. Malgré tout ce que nous pouvons entendre depuis des années et des années, nous savons tous que la valeur ajoutée se produit et que la richesse du pays se construit. Pour autant, l'environnement dans lequel se trouve l'entreprise, l'environnement social, l'environnement fiscal, économique ou technologique, est un facteur primordial de réussite et de performance. Et l'adaptation de cet environnement aux transformations des modes de vie, des modes de consommation, aux transformations des besoins des entreprises, aux mutations technologiques, cette adaptation repose en grande partie sur nos élus et sur la politique qu'ils ont choisi de conduire pour le pays. Il existe toutefois chez certains de nos hommes et femmes politiques une certaine forme de schizophrénie entre une volonté au moins affichée de vouloir lutter contre le chômage et dans le même temps de freiner systématiquement toute initiative de réforme visant à pouvoir créer de l'emploi à terme, au seul motif bien souvent que ces projets ne cochent pas toutes les cases des vieilles idéologies. C'est pourtant cette adaptation de l'environnement de l'entreprise et du contexte législatif dans lequel elle évolue qui est un facteur essentiel de dynamisme économique et de création d'emplois. Alors, si notre secteur est en capacité d'investir partout sur le territoire et de créer des centaines de milliers d'emplois sur les 20 prochaines années,
nous n'en sommes pas moins confrontés de façon permanente à nombre de freins et de risques législatifs et normatifs. Je ne vais pas en dresser ici la liste avec vous, je crois que le temps me ferait défaut. Mais je prendrai un seul exemple. L'éternel serpent de mer de la taxation des contrats courts, qui semble, hélas, peut-être aujourd'hui refaire de nouveau surface, me paraît une illustration parfaite. On le sait, en France, chaque fois qu'il y a un problème, on invente une taxe. Mais tout de même, là, il faut le faire. Imaginez que taxer l'emploi favorisera l'emploi. Comment, en effet, peut-on croire que dans notre secteur, ou celui de la santé en général d'ailleurs, secteur où nous avons l'obligation d'assurer auprès de nos patients fragiles une présence de nos équipes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, comment le fait de surtaxer des contrats signés pour des remplacements de salariés absents puisse avoir une quelconque incidence sur le nombre de contrats à la fin de l'année. Comment le citoyen peut-il comprendre que d'un côté, l'État lui dise qu'une baisse des charges favorisera l'emploi, ce qui est vrai, et en même temps entendre affirmer qu'il faut taxer plus les employeurs qui signent des contrats de travail? Il y a des situations qui relèvent du père Ubu. Simplification, allègement et stabilisation juridique et fiscale, ce sont, à mon sens, les 3 facteurs clés du développement de l'investissement et de l'emploi dans notre pays. La Confédération SNIRPA est, comme toujours, prête à accompagner toutes les réflexions qui seront menées par les pouvoirs publics dans le cadre des nouvelles perspectives qui vont être tracées pour les années à venir. Notre Confédération est désireuse d'apporter son expertise, sa vision, et je le dis sans rougir, son audace sur nombre de sujets. Que ce soit sur la future réforme du travail, sur les enjeux d'une réforme de la formation professionnelle, ou sur des sujets plus sectoriels comme la réflexion d'une refonte générale du système d'aide sociale à l'hébergement, ou l'harmonisation de la fiscalité entre établissements et domiciles pour les personnes âgées qui y sont éligibles, ou sur le maintien de la dynamique de création de services à domicile dans les départements, ou bien encore de l'intégration des logements sociaux au sein des résidences de services pour seniors, nous avons des choses à dire, des solutions à proposer, des améliorations à apporter. Il reste un domaine où le secteur privé est quasiment absent, alors même que les besoins apparaissent terriblement criants. C'est celui de l'accueil, de l'accompagnement et du soin des personnes handicapées. Et ceci alors que le secteur privé est par ailleurs un acteur incontournable du monde de la santé, présent à tous les niveaux du système de soins et d'accompagnement en France et en Europe. Pourtant, chaque année, des milliers de personnes, adultes ou enfants, quittent le pays et partent jusqu'en Belgique notamment, afin de pouvoir bénéficier d'une place dans un établissement adapté, faute d'en trouver une dans notre pays. Ce secteur quasiment monopolisé par le monde associatif avec l'aval des pouvoirs publics apparaît comme cadenassé par un blocage historique et culturel. Mais je sais que rien n'est simple. Et c'est une véritable réflexion qui doit s'engager avec les représentants de l'État, les familles de patients et notre organisation professionnelle. Nous en sortirions tous grandis si nous étions ensemble, capables de dépasser ces blocages et ces rigidités dans notre temps pour offrir sur notre territoire des solutions et des établissements performants aux populations qui en ont le plus besoin. Depuis 15 ans, le secteur privé du grand âge a conduit une transformation rapide et profonde de son mode de fonctionnement, transformation dont peu de secteurs économiques peuvent se vanter. De l'ouverture sur les champs du domicile ou des résidences seniors, en passant par la fluidification des parcours, la médicalisation, l'augmentation significative du nombre de nos personnels ou encore l'adaptation architecturale de nos établissements, nous avons su nous adapter et continuer à grandir, et ceci face à une demande de plus en plus aiguë d'exigences normatives dans un contexte de finances publiques toujours plus contraint. Nous avons su faire preuve de responsabilité et nous montrer à la hauteur des enjeux. Nous devrons, dans les années qui viennent, continuer sur cette voie d'excellence. La France, l'Europe et le monde vieilliront massivement pendant le siècle prochain.
C'est tout à la fois une donnée incontournable et c'est aussi une chance pour les populations qui vivront plus longtemps. Mais c'est aussi un défi pour les sociétés qui doivent s'adapter et anticiper ce vieillissement pour permettre à leur population de pouvoir vieillir dans les meilleures conditions possibles. Dans notre pays, un nouveau chapitre de la vie politique vient donc de démarrer et 2017 s'annonce d'ores et déjà comme une année de profond renouvellement démocratique. Mais le vieillissement de la population ne suit pas des calendriers électoral ou gouvernemental. L'enjeu du bien vieillir n'est pas seulement l'enjeu d'un secteur ou d'une filière économique, mais bien l'enjeu de toute la société. Le secteur privé est en marche, il est en marche depuis bien longtemps et il est désireux d'aller encore plus loin. Alors mes chers amis, ensemble, continuons à écrire l'avenir de notre profession. Je vous remercie et je vous souhaite à toutes et tous un excellent congrès 2017.